obésité, nutrition, microbiote. La conférence précédente, c'est les enjeux de la nutrition. Alors, une façon de voir, façon de voir ça, c'est de regarder aussi de quoi on décède. Et de quoi on décède en Europe. Et vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs ici de risque par an. Donc là, c'est en 2017. Alors effectivement, vous voyez, dans les 4 premières lignes, on retrouve l'élévation de la pression artérielle, le tabac, la consommation, enfin l'élévation du taux de sucre dans le sang, en fait, bon, le diabète, diabète de type 2. Puis on va revoir en 4e position ici l'obésité. Et vous voyez, juste après, en fait, on a toute une série d'éléments qui sont en lien avec notre alimentation. Donc, effectivement, l'alcool. Et puis, on retrouve les aspects d'une alimentation appauvrie en glucides complexes, appauvrie également en noix et en racines, une augmentation du sel, on l'a évoqué. Puis d'autres facteurs, une alimentation pauvre en fruits et légumes. Et puis, d'autres facteurs aussi qui sont liés à notre environnement, on va le revoir. Alors effectivement, pas mal de facteurs de risque. Puis là, on a un petit désaccord, c'est que l'obésité, pour moi, n'est pas qu'un facteur de risque, mais c'est bien une véritable pathologie. Et j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous serez d'accord qu'il y a des éléments qui donnent cette information que l'obésité est une maladie. Et l'Organisation mondiale de la santé l'avait mentionné déjà en 97, mais on va y revenir. Et donc l'autre élément, c'est les enjeux mondiaux. Là aussi, on a entendu parler. Alors là, c'est une étude, encore une fois, qui fait écho à ce qu'on vient d'entendre. Plus de 3000 études qui ont été reprises avec, vous voyez, plus de 220 millions de participants. On voit la carte du monde ici. Et en fait, ce que dit ce travail, c'est plusieurs choses. Que oui, malnutrition et obésité coexistent dans le monde. Et que ces dernières années, dès qu'on sort de la dénutrition, malnutrition, on peut basculer très vite dans l'obésité. On l'a évoqué, cette rapidité et dans certains pays, par exemple comme en Inde, dès qu'on atteint un certain niveau, la classe moyenne, un niveau socio-économique, il y a un basculement et notamment de l'obésité abdominale. Et puis qu'effectivement, l'autre point, c'est dans certains pays. Alors évidemment, on voit les États-Unis ici, tout en rouge, ce sont les leaders mondiaux, beaucoup de choses, mais en particulier pour l'obésité dans certains États qui atteint à peu près un tiers de la population. Alors en fait, en France, on était vu comme étant un peu le bon élève de l'Europe. Et donc moi, je vois des patients en situation d'obésité dans ma pratique médicale. Et avant, je voyais assez rarement, même si on est spécialisé dans ce domaine, de personnes dans des très très grandes obésités, au-delà de 150 kilos, voire 200 kilos, voire plus. Et simplement maintenant, aujourd'hui, c'est notre quotidien, enfin pas quotidien, mais en tout cas, on voit des situations très très extrêmes, très très régulièrement. Et vous voyez, ça se traduit aussi par cette progression de situations d'obésité grave. J'y reviendrai sur l'index de masse corporelle supérieur à 40. Et en France, on estime que voilà, 8 millions de personnes sont en situation d'obésité, ça fait à peu près 17% de la population, avec en fonction des régions un gradient, notamment dans l'Est et le Nord de la France, où on peut atteindre plus de 20% de la population en situation d'obésité. Alors effectivement, dans les définitions, la définition médicale de l'obésité, donc c'est une augmentation de la masse grasse ayant des conséquences pour la santé. Donc ça, c'est classique. Alors en pratique clinique, je vais revenir, on utilise le poids et la taille, donc le rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré, donc ce fameux index de masse corporelle. Alors il faut se rappeler que d'où ça vient en fait ce fameux index de masse corporelle. Je ne sais pas si vous le savez dans la salle. Pourquoi on dit que finalement un index de masse corporelle supérieur à 30 définit l'obésité? Alors c'est pas du tout une définition physiopathologique. C'est une définition du risque et ça a été défini dans les années 50 par les compagnies d'assurance américaines. L'enjeu, c'est tout simplement de faire payer plus l'assurance santé par rapport à ces facteurs de risque. Donc c'est pas du tout défini, encore une fois, par un concept d'ordre physiopathologique. Mais quand même, on entend bien sûr l'index de masse corporelle, mais on entend également la masse grasse. Alors ça fait couler beaucoup d'encre, et notamment
sur le fait qu'il faut aller au-delà de l'index de masse corporelle. Pour la faire simple, ben, vous le savez tous, en fait, on peut avoir un index de masse corporelle supérieur à 30, ben, pensez au rugbyman, supérieur à 30 et avoir beaucoup de masse musculaire, et le rugbyman n'est pas en situation d'obésité. Inversement, on peut avoir un index de masse corporelle en dessous de 30, être un peu en surpoids, mais avoir une augmentation importante de la masse grasse, ou avoir par exemple une distribution des graisses dans l'abdomen, et ça va donner un risque plus important. Donc ces concepts-là, on les connaît depuis longtemps, mais ça a fait réfléchir sur la définition de ce qu'on appelle l'obésité clinique. Et en fait, il y a 3 jours, il y a un article assez volumineux du Lancet qui a réuni, en fait, ça a duré pendant 2 ans. On s'est réunis une fois par mois pendant 2 ans pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'une maladie, qu'est-ce qu'un état préclinique avant une maladie, et pour réfléchir à la définition de l'obésité maladie. Et en fait, le message, c'est qu'il faut aller au-delà de l'index de masse corporelle, mais je vais pas détailler plus que ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, mais finalement, l'obésité, il y a beaucoup de facteurs impliqués, et finalement, c'est un élément qui est lié à la fois à l'individu, mais aussi à la personne, en fait, dans son environnement. Alors, sur ce schéma-là, qui est complexe, ça reprend les résultats d'un travail qui a déjà été fait il y a pas mal d'années, près de 20 ans, plus de 20 ans même. Alors ça s'amuse. Je suis pas allée revoir sur le site internet récemment, mais ce que vous voyez sur tous ces lignes, c'est quand vous êtes sur le site, si vous cliquez sur un lien, ça va faire la connexion entre plein de petites boîtes. Et ça vous montre ces connexions entre plein de facteurs. Et ces boîtes, elles peuvent être regroupées dans des grandes boîtes qui sont, vous voyez, des enjeux sur la production des aliments, les préférences alimentaires, les consommations alimentaires, l'environnement, des aspects à la fois individuels, c'est-à-dire est-ce que dans votre vie quotidienne, vous êtes actif, mais est-ce que aussi votre environnement vous permet d'être actif. Donc l'enjeu individuel, mais aussi l'enjeu environnemental. Et puis il y a une partie qui est liée à la physiologie. Alors en fait, là aussi, quand on clique sur un des liens, ben, on voit les connexions entre ces différents systèmes. Donc quand on entend et qu'on parle des situations liées à l'obésité, il y a vraiment des enjeux, encore une fois, individuels et d'ordre environnemental. Sur la partie physiologique, c'est qu'il y a eu tellement de progrès en fait ces 20 dernières années qu'ils devraient se réunir les collègues et de refaire en fait cette carte qui serait probablement encore plus complexe. Alors on a entendu parler également de beaucoup de facteurs, hein, bien évidemment liés à l'alimentation. Donc finalement, l'augmentation de la densité calorique, la composition des repas, est-ce qu'on les apprécie ou pas, donc le changement des comportements. Alors ça, il y a pas photo. Ces dernières années, il y a eu des changements de comportement importants. Le temps de préparation des repas, la réduction du temps passé lors des repas, la perte de convivialité, et puis clairement le changement d'offres qui sont les incitations à la publicité, la diminution des coûts. Autre point très important, hein, quand on parle d'obésité, en France, pour les classes supérieures, en fait, l'obésité s'est stabilisée, mais a continué à progresser chez les personnes défavorisées. Et donc, on peut prendre un exemple, c'est les gens qui ont accès à la banque alimentaire. C'est à peu près 2,5 millions de personnes en France qui vont vers les banques alimentaires. Un quart de cette population est en situation d'obésité. Donc ça, ce sont des chiffres qui parlent. Et donc, on peut parler également de l'augmentation de la taille des portions ou encore l'ultra-transformation des aliments, je vais y revenir. Et puis, en situation pathologique, des troubles du comportement alimentaire. Et on va voir aussi que tout ça, ce sont aussi des facteurs qui contribuent à l'obésité, mais n'expliquent pas totalement la progression de l'obésité. Donc, en fait, on a affaire à des enjeux qui sont d'ordre individuel, bien sûr dans les comportements dont on vient de parler, mais aussi des facteurs d'ordre biologique, génétique, épigénétique, je vais en dire un petit mot, et puis il y a des enjeux globaux qui sont bien entendu liés à l'environnement, tout simplement, dans lequel nous sommes. Alors, la question que finalement je vous pose, mais je pense que vous voyez où je veux en venir, l'obésité peut-elle s'expliquer uniquement par le fait de trop manger et de pas assez bouger? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense que vous connaissez ma réponse. Moi, je vais vous dire non. Alors, en effet, au départ, il y a eu tout un enjeu qui était l'obésité à l'ère de la génétique. Alors là aussi, ça fait écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hippocrate. Donc, Hippocrate, il a dit beaucoup de choses et il a notamment dit ça. La mort subite est plus fréquente, la fréquence, chez ceux qui sont naturellement gras que chez les minces. Alors ça, quand même, c'est étonnant. Y aurait-il des situations dans lesquelles on pourrait être naturellement gras? Alors ça, c'est ce qu'on a appris à l'ère du séquençage du génome humain. Et vous savez certainement que à partir des années finalement 90 jusqu'à milieu des années 2000, les fins des années 80-90, c'est vraiment l'ère du séquençage du génome humain. On se met à avoir les outils pour le faire et en fait, on se met à appliquer en fait ces outils techniques pour essayer de comprendre le génome humain et aussi comprendre les maladies. Et donc, l'obésité n'y a pas échappé. On s'est mis à séquencer le génome en fait de personnes en situation d'obésité et puis comparé à des personnes qui n'avaient pas de problème de poids. Alors, un des grands succès, alors, vous voyez, on a une frise ici. Et donc, 94, 2020, un des grands succès de ces approches génétiques, ça a été d'identifier des situations dans lesquelles des mutations d'un seul gène, va entraîner le développement d'une obésité chez l'homme, quasiment dès la naissance. Alors, ces situations-là, elles sont rares, voire ultra rares. Je vais vous montrer un exemple juste après, rapidement. Mais effectivement, comme dans plein d'autres maladies chroniques, ce qui a été identifié, c'est que nous sommes porteurs de tas de variants génétiques qui vont nous donner une susceptibilité, en fait, à la prise de poids. Et donc, on peut même combiner ce polymorphisme, ces variants, pour regarder en fait ces facteurs de risque. Alors ça, dans notre jargon, ça s'appelle le score polygénique. Donc juste une notion sur le succès de l'approche génomique. Donc en fait, Hôtel Dieu, alors on est à l'Hôtel Dieu ici, mais en fait là c'est l'Hôtel Dieu de Paris. Et donc quand j'étais interne à l'Hôtel Dieu de Paris, j'ai rencontré cette jeune fille hein, qui avait à l'époque 13 ans, 165 kilos, et qui avait développé une obésité très tôt dans la naissance. Alors je sais qu'il y a des médecins dans la salle. Effectivement, quand on voit des enfants qui développent des obésités très rapides dès les premiers jours, semaines de vie, là, on doit se poser la question d'une forme génétique d'obésité. Effectivement, ce sont dans ces cas qu'on a pu mettre le doigt sur des patients qui ont des mutations génétiques, qui ont une fin biologique irrépressible et quel que soit l'environnement, vont développer en fait, des formes d'obésité sévère. Et alors, ce sont des histoires à la fois scientifiques, mais aussi humaines, parce qu'on connaît ces personnes depuis longtemps. Et donc, aujourd'hui, on peut cibler en fait à la fois le diagnostic et on a de nouveaux traitements médicaux pour ces personnes, et ce qui a permis le développement également pour les prendre en charge spécifiquement dans des centres de maladies rares. Donc, voyez, c'est vraiment, là, alors là, bon, là, pour le coup, l'index de masse corporelle, bon, oui, bah oui, voilà, dès que ça démarre comme ça, c'est qu'il y a quand même des facteurs génétiques très, très importants. Ça, c'est ce qu'il y a, vous voyez, dans les courbes de santé des enfants, hein, on retrouve ces courbes. Donc là, on est bien, bien au-dessus par rapport à la prise de poids. Mais on a appris beaucoup de cette physiologie. On a évoqué la voie leptine-mélanocortine. On a appris beaucoup de cette physiologie et ça nous a permis de comprendre également des régions du cerveau impliquées dans le contrôle de la prise alimentaire. Mais ce sont des situations rares et effectivement, dans les formes génétiques dans les formes d'obésité les plus communes, comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de variants impliqués et on est vraiment dans l'interaction entre des changements environnementaux et ces facteurs génétiques qui donnent une susceptibilité au développement de l'obésité. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe quand on se met à prendre du poids? Donc, je vous l'ai dit, hein, par définition, augmentation de la masse grasse et donc avec des conséquences pour la santé. Alors, augmentation de la masse grasse, du tissu adipeux. Ce qu'on a appris ces 20-30 dernières années, c'est que le tissu adipeux, c'est pas qu'un sac inerte qui se remplit de gras, c'est vraiment une glande endocrine, comme la thyroïde, et on pourrait citer le pancréas,
dont la biologie va s'altérer lorsque l'obésité se développe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille des cellules graisseuses va augmenter, on va stocker en fait plus de lipides, mais la biologie va s'altérer. Il va y avoir des dysfonctions des organelles. On a parlé des mitochondries tout à l'heure, elles vont être défectueuses. Il va y avoir des perturbations dans la structure, je vais vous le montrer après, et des altérations du fonctionnement du tissu adipeux. En d'autres termes, en fait, le tissu graisseux, quand on a besoin de stocker, il faut qu'il puisse stocker, et quand on a besoin de libérer de l'énergie, en fait, il faut qu'il puisse libérer de l'énergie. Par exemple, quand on est à jeun. Et en fait, quand on est en situation d'obésité, ces processus-là se font mal. Donc, perturbation de la fonction et de la structure du tissu graisseux, et également des dialogues avec les autres systèmes de l'organisme. Par exemple, le cerveau, on voit ici, le muscle, le cœur. Et donc, il y a effectivement, c'est pour ça qu'on dit que l'obésité est une maladie de système, donc perturbation des organes et des dialogues interorganes. Et bien évidemment, quand on parle d'organes, on parle également d'intestin. Et finalement, pourquoi l'intestin? Alors ça, c'est intéressant. L'intestin, il est aussi en prise assez directe avec les facteurs environnementaux et en particulier l'alimentation. Alors effectivement, perturbation de structure et fonction. Donc quand on prend du poids, on augmente la taille de ces cellules graisseuses. Et voyez ici, en fait, c'est typiquement un adipocyte d'une personne en situation d'obésité. Normalement, quand il n'y a pas de, c'est assez jointif en fait ces cellules graisseuses, spécialisées dans le stockage des triglycérides. Vous voyez, on a d'autres cellules ici immunitaires autour en fait de l'adipocyte. Donc ça va perturber fortement la biologie de l'adipocyte. Alors là, ça s'appelle des macrophages, mais il y a d'autres types de cellules immunitaires. Donc il y a un processus inflammatoire qui va se développer en fait dans le tissu graisseux. Et qu'est-ce qui se passe dans un organe donné? On peut réfléchir au foie, par exemple. Lorsqu'on a de l'inflammation pendant longtemps, et bien en fait, ça peut être le siège de dépôt de collagène et ce qu'on appelle la fibrose. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler du foie gras. Et quand on a le foie gras, il y a de l'inflammation, il peut y avoir de la fibrose. Et on dit que ça peut faire le lit de la cirrhose et du cancer. En fait, ce qu'on a montré il y a déjà quelques années, c'est que dans le tissu graisseux aussi, il peut y avoir en fait des perturbations, l'accumulation vous voyez en rouge ici, de collagène ou en vert ici, qui vont aussi perturber en fait la biologie de la graisse et qui va donner un tissu malade qui n'est plus très bien réactif aux changements environnementaux. Donc ça amène aux enjeux de ce qu'on appelle l'inflammation dite de bas grade, qui peut être à l'origine de l'adipocyte du tissu adipeux et va également donc faire aussi le lien entre l'obésité et de nombreuses complications. Ça s'appelle l'inflammation chronique systémique. Alors, ça vient du tissu adipeux, mais par exemple, dans le cerveau, il y a aussi des cellules inflammatoires qui vont perturber la façon dont les neurones fonctionnent, le tonus neuronal, et ça peut aussi perturber également le comportement alimentaire. Alors, on avait montré également, il y a quelques années, que dans l'intestin, des personnes en situation d'obésité, il va y avoir aussi des perturbations de l'inflammation intestinale. Alors, on pourrait se dire, bon, si finalement l'obésité, c'est aussi un problème d'adaptation des organes et des dialogues interorganes, finalement dans un contexte de perturbation du bilan d'énergie, peut-être qu'on peut chercher certaines racines dans finalement des gènes, des protéines, des petites molécules qui pourraient être sensibles aux variations de l'état nutritionnel. Alors, voilà. Quand on parle d'intestin, en son sein, dans l'intestin, il y a des bactéries intestinales. Et finalement, je vous ai dit, l'intestin, c'est en prise directe avec nos changements environnementaux, dont l'alimentation. Et donc, allons voir un petit peu cet intestin et le microbiote intestinal. Quelques notions ou chiffres. D'abord, l'intestin, alors si on regarde la surface dépliée de la muqueuse digestive, ça correspond à peu près à 2 terrains de tennis. Donc, vous voyez, c'est assez vaste.
Et puis, donc moi, je viens du métabolisme, donc j'ai dû apprendre un peu de microbiologie. Et j'ai appris que dans l'intestin, il y avait certes des bactéries, mais aussi des virus, mais également des levures. Donc en fait, il y a tout un écosystème dans l'intestin. Et donc, on va surtout parler effectivement, bien sûr, des bactéries dans l'intestin et dans la partie distale de l'intestin, et notamment le côlon. Alors, quelques chiffres encore, puisqu'on va aller vers ce monde merveilleux des bactéries. Vous voyez, on est 67 millions d'habitants en France, 7 milliards d'humains sur Terre, et regardez le nombre de zéros pour les bactéries, 100 000 milliards de bactéries par intestin. Alors ça, j'ai emprunté ça à une de mes collègues, une jeune chercheuse à l'INSERM. 1 gramme de matière fécale contient autant de bactéries que la Terre compte d'humains. D'accord? Chacun d'entre nous héberge 1 à 2 kilos de bactéries intestinales. Bon, donc en fait, on est dans cet amphi, on est nombreux, mais si parfois vous vous sentez un peu seul, en fait, vous n'êtes pas seul, puisque nous avons un grand nombre de bactéries, à la fois dans l'intestin, mais aussi sur toutes les parties du corps, dans la bouche, sur la peau, même dans des zones où on pensait que c'était stérile dans l'organisme, par exemple le poumon. On sait que le poumon est totalement stérile. Non, il y a des bactéries dans le poumon. Et par exemple, quand on est maladie pulmonaire, on va avoir des perturbations de l'écosystème bactérien. Donc, et donc les bactéries, alors on a parlé de l'évolution, elles étaient là avant nous et elles seront là après nous. Et donc, elles sont bien utiles. Alors, qu'est-ce qui se passe? On les acquiert assez tôt dans la vie. Alors, évidemment, la grande période, il y a eu tout un débat, c'est est-ce que des bactéries de la mère, par exemple, pourraient passer à l'enfant pendant la grossesse? Ça a été beaucoup débattu, mais bon, on retrouve globalement que finalement, la plupart de l'installation bactérienne, c'est lors de l'accouchement. Alors, bien évidemment, tout de suite, c'est le mode d'accouchement qui va changer la façon dont les bactéries vont s'installer dans notre intestin. Donc accouchement par voie naturelle ou bien par césarienne. Donc là, le mode d'installation va être différent. Les modes alimentaires, bien sûr, le type d'allaitement, la période de diversité. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de l'importance des 1000 premiers jours chez l'enfant. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de notions par rapport à ça, dont l'installation, en fait, du microbiote intestinal ces 1000 premiers jours, où on estime que les enfants vont acquérir finalement ce microbiote à peu près, disons, mature vers l'âge de 3-4 ans. Alors évidemment, il peut y avoir des éléments où ça peut perturber cette installation. On parlait déjà du mode d'accouchement. Bien évidemment, l'utilisation des antibiotiques de façon répétée. Alors ça, c'est assez aussi passionnant. Il y a un collègue qui s'appelle Martin Blazer, un Américain, qui a montré que, en fait, si on répétait chez des mères ou même des souriceaux l'utilisation d'antibiotiques, eh bien en fait, les perturbations du microbiote intestinal vont même se transmettre en fait de génération en génération, et ça peut entraîner des perturbations métaboliques. Et puis, bien, les événements de la vie vont aussi modifier en fait ce microbiote intestinal. Donc, c'est assez précieux ce microbiote. Il peut être aussi, bien sûr, agressé par beaucoup de choses, dont les changements d'alimentation, les additifs alimentaires, certains médicaments, les antibiotiques, on vient d'en parler, la cigarette. Et puis, ce microbiote, il nous est absolument essentiel pour des tas de processus biologiques. Alors, on a parlé beaucoup des amidons, des glucides, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas, pour les glucides, les sucres complexes, on n'a pas l'équipement enzymatique pour les utiliser. Et donc, tout ça va se faire grâce, en fait, à la digestion et en particulier aux bactéries qui vont produire, grâce à leur fonctionnement, des petites molécules comme des acides gras qui s'appellent des acides gras à chaîne courte, qui nous sont absolument essentiels aussi comme source d'énergie, en particulier pour l'intestin. Alors, l'intestin, on voit ici. Donc, en fait, la partie distale est beaucoup plus concentrée en bactéries que la partie haute de l'intestin. Alors, on a parlé des enfants. Oui, bien sûr, l'installation de microbiote intestinal chez l'enfant est absolument critique
pour le développement de le développement intestinal et du système immunitaire. Également, pour les vitamines, ça vient de l'alimentation, mais il a été montré également que les bactéries intestinales étaient capables également de produire des vitamines, alors qu'on est pour la vitamine K, mais aussi la vitamine B. Et puis, pour les médicaments, bien sûr, l'utilisation de certains médicaments. Alors ça, c'est très intéressant parce que non seulement en fonction de notre équipement en bactéries, on va utiliser différemment les médicaments, ce qui a fait montrer que peut-être certains médicaments ne fonctionnent pas bien chez certaines personnes parce qu'elles sont utilisées par les bactéries de façon différente, d'une part, et les bactéries peuvent utiliser aussi ces médicaments pour produire d'autres petites molécules qui vont relayer les effets des médicaments. Et puis, bien sûr, les comportements, la relation entre ce fameux intestin et le cerveau, et ça peut passer également par le système nerveux. Donc, ces bactéries sont absolument essentielles. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du séquençage du génome humain et des grands progrès dans les années, fin des années 80, début des années 90. En fait, ces techniques de séquençage qui se sont développées très rapidement, début des années 2000, ont été mis en exergue pour étudier les bactéries. Alors, pourquoi il fallait faire ça? Parce que une des difficultés, c'est que les bactéries qu'on a dans la partie distale de l'intestin, elles vivent sans oxygène. Donc, à l'époque de Pasteur, c'est les premières études, on essayait en fait d'isoler ces bactéries, mais en fait, l'anaérobie, ça démarrait, mais on ne pouvait pas étudier, puisque plus de 70% en fait des bactéries dans l'intestin vivent en anaérobie et sans oxygène. Donc, il fallait utiliser des techniques, ce qu'on appelle la métagénomique, qui vise à séquencer les gènes, les assembler. Et quand on dit le grand livre du génome humain, en fait, là, c'est le grand livre du génome des bactéries qui nous permet de mieux les connaître. Alors évidemment, on parle d'alimentation. Alors j'ai repris cette figure. Mais en fait, tous les composants de l'alimentation, macro, micronutriments, minéraux, mais aussi les transformations des aliments, vont agir sur notre microbiote intestinal. Tous ces composants, on peut imaginer l'alimentation, on peut la transformer. D'ailleurs, en recherche en nutrition, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on recueille ce que les personnes consomment. Vous imaginez, on vous fait un questionnaire de consommation de fréquences alimentaires. On transforme cette connaissance sur les aliments que vous consommez en molécules et on va pouvoir voir l'action, les changements sur la composition, la diversité du microbiote intestinal. Et ça, au départ, on l'a fait par l'approche métagénomique. Alors, imaginez dans cette salle qu'à la sortie là-bas, on vous dit, vous allez nous donner un prélèvement de sel. Et je vais vous dire qu'est-ce qui explique la composition microbienne et donc la variété de la composition microbienne. Rappelez-vous, à l'âge de 3 ans, on a acquis un microbiote qui nous est quand même, bon, il y a des choses, mais il nous est assez propre. Et donc, quand on fait ça à l'échelle d'une population, alors il y a des études célèbres, ici ce sont chez des Flemish Studies, dans les Flamands. Et bien en fait, regardez, si on essaie d'expliquer la variation du microbiote, on va voir médicaments, on va voir paramètres sanguins, alimentation, facteurs liés à l'alimentation, facteurs liés lifestyle, au mode de vie. Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des facteurs qui viennent de votre biologie, prise de sang, et des facteurs qui viennent de l'extérieur de l'alimentation. Ça veut dire que ça marche sûrement dans les deux sens. C'est-à-dire que l'alimentation peut sûrement influencer le microbiote, mais nos caractéristiques peuvent aussi l'influencer. Mais en tout cas, dans cette étude, il était bien mentionné que, effectivement, si on essaie d'expliquer la variation dans une large population du microbiote, l'alimentation est importante. Un peu plus loin, ça a été fait par des collègues en Israël, dans un centre très connu, enfin un centre de recherche, et vous voyez, un quart à peu près de la variation du microbiote est expliquée en fait par des facteurs alimentaires. Et ce qui a permis à ces chercheurs de leur dire que l'alimentation façonne le microbiote intestinal. Et ils ont comparé à la génétique de façon beaucoup plus importante, par exemple, que notre profil génétique. Donc,
ça nous amène aux habitudes alimentaires et culturelles. Alors ça, je vous encourage à regarder ça. C'est un photographe qui s'appelle Greg Segal. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a photographié dans le monde les enfants. Et vous voyez, on les voit avec leurs habitudes alimentaires. Et donc, on pourrait se dire, ah bah il y a des modes d'alimentation et de culturels qui sont en fait différentes. Et on pourrait donc se poser la question, puisque finalement l'intestin, le microbiote intestinal est en mode prise directe avec notre alimentation. On pourrait se dire, bah, quelles sont les différences de composition, de changement du microbiote liés à nos modes alimentaires. Et bien en fait, c'est justement ce qui a été fait par cette approche de séquençage du microbiote par le métagénome. Alors, vous voyez ici un exemple d'une étude des résidents des États-Unis, donc avec voilà le régime. Bon, bah, vous voyez tout de suite type d'alimentation. Et puis ici, par exemple, Papouasie, Nouvelle-Guinée, on voit tout de suite que les modes alimentaires sont complètement différents. Alors effectivement, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va impacter la richesse, la diversité de nos microbes? Eh ben oui, la réponse est oui. Vous voyez ici, là aussi c'est une étude très célèbre, vous voyez les points bleus sont une mesure de richesse bactérienne chez les Américains comparée à des personnes qui vivent encore selon un mode ancestral. Ici, alors là, ici, il y avait des Amérindiens et puis ici des personnes du Malawi. Et donc, vous voyez ici que tout de suite, on voit en bleu que c'est plus bas. En fait, il y a une baisse de richesse et diversité microbienne dès l'âge de 3 ans chez des jeunes Américains. Donc, cette diversité, cette richesse microbienne a l'air d'être intéressante. Alors, puisqu'on parle des enfants, ben, une autre étude également célèbre, ça a été de regarder justement ces compositions alimentaires donc chez les enfants du Burkina Faso ici et des enfants européens. Et je précise que pour les enfants du Burkina Faso, ils n'étaient pas dénutris, ils étaient en bonne situation nutritionnelle. Vous voyez, ben, on voit tout de suite les modes alimentaires complètement différents, avec une alimentation riche en fibres et protéines végétales, pauvre en graisse animale, comparée à ces enfants italiens ici. Alors maintenant, si on regarde la composition microbienne, enfin même on pourrait presque déduire par rapport à ce que je vous ai dit, finalement, les bactéries, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent se développer, elles veulent proliférer, elles vont utiliser en fait les nutriments pour ça. Et donc, lorsqu'on leur fournit des fibres, ça les intéresse parce qu'elles vont pouvoir consommer en fait ces fibres et proliférer. Et ça va sélectionner des bactéries qui peuvent justement utiliser ces glucides complexes et produire des acides gras chaîne courte. Donc en fait, les enfants ici du Burkina Faso vont avoir une richesse microbienne et une diversité beaucoup plus importante que les enfants italiens. Et donc si on va même plus loin et on se pose la question au-delà de la composition, c'est-à-dire la capacité du microbiote à produire des petites molécules, là, des acides gras chaîne courte, ben, elle va être plus importante effectivement également chez les enfants qui viennent effectivement qui consomment beaucoup de fibres. Donc ça a permis de mentionner le fait que la réduction de la richesse microbienne peut être en lien avec les enjeux de globalisation, régime riche en sucre, graisse saturée, protéines animales et pauvre en fibres. Alors une autre façon de voir ça, qui est aussi intéressante, c'est parce que là ce sont des observations, on compare des populations. Mais on peut comparer aussi des gens qui migrent. Donc en fait, leur alimentation dans leur pays et puis le changement lorsqu'ils vont arriver dans un autre pays. Donc ça a été fait aussi. Et là, de la même façon, alors vous voyez, on a ici avant l'immigration, ici donc des Européens ou des Américains, et puis les nouveaux arrivés, les gens qui sont depuis longtemps dans le pays, et puis les deuxièmes générations. Et bien en fait, quand on fait ça, on s'aperçoit que non seulement il y a une réduction de la diversité microbienne, mais aussi une sélection, alors ici c'est les bactéroïdèses, je ne vais pas détailler, mais une sélection de certaines souches bactériennes. Et donc on va relier ça à la composition, bah oui, modification en sucre ou en graisse, et puis bah là encore une fois, une diminution de la diversité microbienne. Et là on peut comparer ça, on peut regarder ça, ces changements chez les mêmes personnes et dans des groupes également qui ont migré. Donc un lien très très fort avec les changements des modes alimentaires. Alors évidemment,
la question immédiate qu'on peut se poser, tout à l'heure, je vous ai dit, bah oui, aux États-Unis, la prévalence de l'obésité est très, très, très importante. Mais bon, que se passe-t-il en situation d'obésité? Puis je vous ai parlé d'observations qu'on a fait. Alors, il y a des expériences au départ, avant d'être chez l'homme, alors nous, qui nous ont bouleversé le domaine. Qu'est-ce que sont ces observations? Ce sont d'abord des observations qui ont été faites chez la souris. Alors, chez les souris, on peut élever des petits souriceaux sans microbiote. Ça s'appelle des souris axéniques, sans microbiote. Et en fait, ces souriceaux, sans germes, c'est assez particulier parce que ces animaux, c'est très difficile de les faire grossir. Elles mangent beaucoup, elles sont également assez actives, et pourtant on a du mal à leur faire prendre du poids. En revanche, si on leur réinstaure du microbiote, vous voyez ici, hop, elles vont, ça c'est le poids en grammes, elles vont regrossir. Ah, c'était quand même troublant hein, pour des gens qui font du métabolisme. Et puis, alors là, ce qui a fini de nous achever, c'était le transfert de microbiote. Donc en fait, vous prenez le microbiote d'une souris en situation d'obésité, vous la mettez chez un animal sans germe et vous allez comparer à une souris qui a reçu du microbiote d'un animal pas obèse. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'animal qui a reçu le microbiote d'une souris en situation d'obésité, en fait, qu'on a fait grossir par un régime gras, va retrouver également des signes d'obésité, de résistance à l'insuline, d'inflammation intestinale. Donc ça a porté une notion, c'est que le microbiote intestinal pourrait induire en fait du stockage énergétique. Mais il y a un point important, c'est encore une fois l'alimentation. C'est que l'efficacité de cette capacité à transférer le microbiote et à avoir les effets dépend aussi de l'alimentation des animaux. Alors, il y a même, dans cette expérience, il y a même un collègue américain qui a pris des selles d'humains, de jumeaux, un étant en situation d'obésité et un autre sans situation d'obésité, et pareil, il a transféré chez les souris. Bon. La souris qui a reçu le microbiote de la personne en situation d'obésité a développé une obésité, l'autre pas, comme dans l'expérience de souris à souris. Mais, il y a un mais, des fois on a une bonne idée dans sa vie, mais alors celui-là c'était vraiment une très bonne idée. C'est qu'ils ont pris les animaux devenus obèses par le transfert de microbiote, et puis ceux qui n'étaient pas devenus obèses, s'ils avaient reçu le microbiote des personnes obèses, ils les ont mis dans la même cage. Et il se trouve que les souris, elles sont coprophages, c'est-à-dire qu'elles mangent leurs crottes. Donc il y a eu un mélange de microbiote. Et bien en fait, les souris qui étaient devenues obèses, parce qu'elles avaient reçu le microbiote des personnes en situation d'obésité, se sont mis à s'améliorer métaboliquement, à perdre du poids, à être moins diabétiques, à être moins inflammatoires. Alors quand même, là, ça nous a, bon, comme dirait l'autre, on était quand même étonnés. Alors que se passe-t-il chez l'homme? Ça, c'est chez la souris. Eh bien, chez l'homme, en situation d'obésité, et toujours grâce à ces expériences de séquençage du microbiote intestinal, on a pu s'apercevoir que oui, il y avait des modifications dans la richesse, la diversité, la composition en espèces microbiennes. Alors, comment on peut imaginer ça? Pensez à ce qui se passe actuellement en Californie avec les grands feux. Là. En fait, qu'est-ce qui se passe quand alors bon, ça a brûlé des habitats, mais aussi des forêts. On peut penser aussi à la forêt amazonienne. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un feu? Après bon, tout d'abord, on va réduire, par définition, les arbres brûlent, donc il va y avoir moins d'arbres, ça va repousser. Mais après ce stress qui est lié au feu, finalement, il va y avoir des sélections d'espèces. C'est-à-dire, on va repousser que certains arbres, pas tous. Et en fait, ces notions-là, sur la richesse, la diversité, la composition, c'est un peu pareil pour les bactéries de nos intestins. C'est-à-dire qu'elles subissent des stress et donc ça va favoriser la perte de richesse, mais aussi la sélection de certaines espèces. Et donc, quand on parle de changement microbien, donc changement de richesse de composition des espèces spécifiques,
mais c'est comme des machines, ce sont des petites usines, hein, ces bactéries. Donc, elles vont produire en fait un certain nombre de molécules qui sont des métabolites, ce qu'on appelle les métabolites bactériens, et donc qui vont être perturbés également. Et tout ça, ce qui a été montré par beaucoup de données dans la littérature, c'est que ça peut conférer, en fait, donner des risques métaboliques comme on les connaît, ou bien liés à l'inflammation. Alors, quelques exemples. Donc ici, ce sont des études où on s'était posé la question, prenons des populations de personnes en situation de surpoids et d'obésité et comptons déjà les gènes des bactéries. Et on va s'apercevoir que effectivement, tout d'abord, je l'ai dit, il y a une perte de richesse globale, mais au sein d'une même population, par exemple ici des personnes qui sont en surpoids, en fait, il y a des personnes qui vont avoir une faible richesse bactérienne, qui se sont appauvries en fait, en bactéries, et d'autres qui ont une flore, un microbiote plus riche. Alors ça encore, c'est encore une histoire de balance. C'est que non seulement il y a un appauvrissement bactérien, mais aussi une altération de bactéries qui vont avoir plutôt des propriétés pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Donc, il y a une espèce de perte d'équilibre. Et donc, alors pour un médecin-chercheur, quand on voit ici, vous voyez, on voit une petite sorte de dos d'âne ou voilà, ici 75%, vous voyez, des patients en situation d'obésité sévère vont avoir un appauvrissement bactérien. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on peut comparer des gens qui ont un microbiote riche et d'autres un microbiote pauvre à poids égal. Et dire, qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ont un microbiote appauvri? En fait, ce qu'on a montré, c'est que pour les personnes qui ont un microbiote appauvri, il va y avoir plus de troubles des lipides, une augmentation de la masse grasse, une résistance à l'insuline, qui est un facteur de prédisposition au diabète, et de l'inflammation. Donc, ça montre bien cette relation, mais qui sont des associations entre cette perte de richesse bactérienne et des facteurs de risque associés à l'obésité. Alors après, on peut aller plus loin, on peut, mais je ne vais pas détailler tout ça, vous voyez, en fait, c'est pour vous montrer que, en fait, rappelez-vous, hein, les zéros, là, ce sont des milliards, effectivement, de bactéries. Donc, en fait, il y a des grands changements dans les grands équilibres. Alors, ça a amené les chercheurs à se dire, c'est un peu comme la recherche de l'arche perdue, là, mais c'est la recherche de la bactérie perdue. C'est puisqu'effectivement, par nos modes de vie, nos changements alimentaires, il va y avoir un appauvrissement de certaines bactéries, essayons de découvrir lesquelles. Alors, il y a plein d'exemples, et puis il y a des bactéries stars. Alors, il y en a une, alors, après, il faut s'entraîner quand on fait ça, mais Akkermansia mucinifila. Donc, Akkermansia mucinifila a été identifié par des collègues aux Pays-Bas et en Hollande et également en Belgique. Et en fait, voilà, Akkermansia mucinifila, elle a été beaucoup étudiée. Alors, elle est dans le mucus, et elle se nourrit de mucus le long de la paroi de l'intestin. Et ce qu'a montré un collègue belge qui est très célèbre, qui s'appelle Patrice Camille, c'est que si on isole cette bactérie, et ici on fait grossir des souris et on regarde leur masse grasse, si on donne la bactérie, elles améliorent leur masse grasse, elles baissent leur glycémie, elles améliorent un composé qui est inflammatoire qui s'appelle le LPS, et elles améliorent leur barrière intestinale. Alors ça c'est quand même assez intéressant, et donc la bactérie a été isolée, et ça c'est un exemple de ce qu'on appelle un probiotique de nouvelle génération, c'est-à-dire issu de notre intestin, pour être ensuite donné à l'homme. Et donc, il y a des expériences qui ont commencé, on est à tout début d'un processus, pour effectivement essayer de restaurer, de donner de la Akkermansia mucinifila, qui semble avoir des effets bénéfiques sur le métabolisme. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Il y en a plein d'autres. Alors, je vous laisse lire, parce que comme je vous dis qu'il faut s'entraîner, parce que vous voyez les noms, c'est qu'effectivement, il y a plein de développements aujourd'hui de ces bactéries, mais encore faut-il démontrer que réellement elles ont un intérêt pour l'homme et qu'elles peuvent être efficaces comme un probiotique de nouvelle génération. Donc c'est assez complexe, et puis il y en a beaucoup. Puis je vous ai dit, ces bactéries, elles produisent aussi des petites molécules, des métabolites. Genre, je vous préviens tout de suite, n'ayez pas peur, je vais vous guider dans la prochaine diapositive. Ça montre juste la complexité. Voyez ces boîtes, voyez là, vous avez l'alimentation ici, puis vous avez des boîtes colorées. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu.
Et puis, on voit, là, vous reconnaissez très, très bien les organes. Et ça, c'est simplement pour vous montrer que, vous voyez, c'est en fonction des couleurs. Ici, on a du gris, les acides gras à chaîne courte, les acides biliaires, les toxines, alors ce qu'on appelle les toxines urémiques, et puis d'autres petits métabolites. Ce que vous dit, en fait, cette diapositive extrêmement complexe, c'est que ces produits, ces petites molécules produites par les bactéries, vont passer la barrière intestinale et vont avoir des effets sur nos organes, sur le métabolisme de nos organes et sur des processus qui vont être l'utilisation de glucose, l'utilisation des acides gras et également des processus inflammatoires. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc en fait, il faut essayer de disséquer les différents mécanismes. Donc tout ça, ça amène à se dire, au fond, ce que je vous ai dit, c'est des questions d'équilibre, quoi. Donc on a, finalement, on peut avoir ici en vert un microbiote assez riche, la barrière intestinale va bien, il y a une relation avec l'immunité, l'inflammation, et puis voilà, on a enfin, ce qu'on appelle la balance redox, l'oxydation, voilà, il y a un cercle harmonieux. Puis petit à petit, il peut y avoir un déséquilibre, réduction de la diversité bactérienne. J'ai pas trop parlé de la perméabilité intestinale, de l'inflammation, du stress, notamment le stress oxydant, une situation de transition qui peut contribuer ensuite à un cercle vicieux, à une altération finalement de notre relation entre nous, notre biologie et les bactéries. Donc je vous ai parlé de bactéries, je vous ai pas parlé tellement de virus, je vous ai pas parlé tellement de levures, mais se rajoute à ça, en fait, ces micro-organismes complexes qui aussi dialoguent entre eux et qui participent à notre biologie. Et puis, bien sûr, les bactéries de l'intestin. Quand on parle de l'intestin, on parle aussi de la paroi intestinale et également du mucus. Vous voyez, on voit une zone grise ici de mucus. Et en fait, ce qu'on a appris également, alors là, c'est un collègue également très célèbre qui a étudié l'épaisseur du mucus le long de notre intestin. Et il a montré, par exemple, que les émulsifiants alimentaires qui sont dans les produits transformés vont réduire l'épaisseur du mucus dans l'intestin. Alors ça, c'est embêtant parce que quand vous avez une réduction en fait du mucus ici, les bactéries, elles vont approcher la paroi intestinale et donc ça peut entraîner des phénomènes inflammatoires. Et donc, un message important, c'est finalement dans la transformation des aliments. Quand vous regardez dans les aliments transformés, regardez les compositions. C'est complexe parce qu'on peut pas. Enfin, la transformation des aliments, c'est aussi des processus utiles. Et finalement, moins il y a de composants, moins l'étiquette est grande, mieux c'est. Moins il y a d'émulsifiants, d'additifs, parce qu'il y a des données de plus en plus convaincantes sur l'altération de cette barrière intestinale. Donc finalement, ce dont je viens de vous parler, c'est une sorte de ménage à trois ou à plusieurs, puisque en fait, il y a notre environnement, nos modes de vie, l'alimentation, voilà, l'intestin avec le microbiote, et puis le profil des personnes. Et là, nous, on travaille actuellement, par exemple, sur les enjeux de l'inflammation et de l'immunité. Mais voyez la flèche ici dans les deux sens, ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a un dialogue dans les deux directions, à la fois de l'alimentation, le microbiote vers notre biologie, mais aussi de notre biologie vers le microbiote. Et nous, ce qu'on essaie de comprendre, et je vais vous citer un exemple très simple, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est imaginez-vous, on parle souvent du régime méditerranéen en disant, si vous switchez vers un régime méditerranéen, vous allez avoir plus de prévention, de risques, une amélioration de vos risques cardiovasculaires. Enfin, je crois que dans la littérature, d'un point de vue épidémiologique, ça a bien été démontré. En fait, la question qu'on adresse, c'est finalement, parce que finalement, le mode de vie va agir sur notre biologie, mais qu'est-ce qui dépend en partie, parce que c'est pas complètement dépendant, qu'est-ce qui dépend en partie des changements microbiens? Vous voyez, tout ne passe pas bien évidemment par le microbiote. Une partie dépend du microbiote, mais pas tout. Et on essaie d'essayer de comprendre en fait cette fraction. Alors tout ça, ça amène finalement, alors je crois que pareil, il y a des médecins dans la salle, mais ça amène un peu à la clinique. C'est que finalement, ce dont je viens de vous parler, c'est quand on parle du problème du poids, de l'obésité, il y a beaucoup de facteurs. Et en fait, en nutrition, si on veut faire une consultation en nutrition qui tienne la route, il faudrait presque 1 heure, voire 1 heure et demie. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, on essaie de se dire, mais comment on peut avoir des éléments intégrés en fait pour avoir une vision en fait des profils des personnes. Nous sommes tous différents et on a des profils
assez hétérogène. Alors, il y a des outils maintenant qui se développent, qui sont, que je peux vous montrer ici, où, vous voyez, enfin, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, hein, là, il faut le tir à l'arc, il faut être dans le vert ici. Et en fait, voilà, il y a un exemple d'une personne qui a répondu à un certain nombre de questions avant de venir à la consultation. Et finalement, ce que je vois, c'est que cette personne, elle est assez sédentaire au travail. Manifestement, elle est limitée dans ses activités. Il y a un problème un peu émotionnel, peut-être psychologique. Elle a une très mauvaise perception de sa santé. Elle a une mauvaise qualité de sommeil. La qualité de l'alimentation n'est pas top, mais par contre, la diversité, ça va. Et sur les aspects de l'impulsivité alimentaire, bon, il y a des petites perturbations, mais c'est pas trop grave. Donc, vous voyez, il y a une espèce de profil. Donc, assez rapidement, je me dis, bon, je vais voir un peu quels sont les leviers d'action. Et aujourd'hui, par rapport à cette cible, on se pose la question, mais est-ce que c'est utile ou pas, finalement, d'introduire des informations venant du microbiote intestinal? Pourquoi? Parce que c'est aussi une sorte d'organe intégratif, en fait, de nos comportements et des changements. Donc, c'est ce qui se développe aujourd'hui. Ce sont des programmes de recherche encore, hein, c'est pas encore passé dans la clinique, mais c'est ce qu'on est en train de tester, par exemple, dans notre consultation. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, effectivement, est-ce que la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut manipuler ce microbiote intestinal? Alors, transfert fécal. Quand même, pour l'obésité, pas très pratique, hein. En fait, non. La réponse, c'est que c'est plutôt des travaux de recherche et il y a une seule indication en médecine, c'est des infections graves à un germe qui s'appelle Clostridium difficile. Dans ce cas, oui, le transfert fécal est utile pour les récidives à cette maladie grave qui est une maladie inflammatoire intestinale. En revanche, effectivement, il y a des données sur l'alimentation, les modes de vie. Alors, les pré-probiotiques, si vous voulez, on peut discuter tout à l'heure, mais en fait, il n'y a pas de données encore très, très convaincantes pour la clinique. Et puis, nous, on a beaucoup travaillé sur la chirurgie de l'obésité, qui est un cas très spécifique, dans lequel on a montré également des changements microbiens. Alors, juste un seul exemple ici à gauche, c'est que, alors ça paraît, vous voyez, ces barres, ça paraît comme ça très très simple, mais en fait, c'était assez intéressant. C'est que on a au départ, c'était pilote, on a fait une restriction calorique de 6 semaines assez courte chez des personnes en situation d'obésité, et on avait proposé un régime également d'enrichissement en fibres, différents types de fibres. 2 observations. En fait, les gens qui avaient un microbiote assez riche déjà, il ne s'est pas passé grand-chose lors du changement alimentaire. En revanche, ceux qui avaient un microbiote pauvre avant l'intervention avaient enrichi leur microbiote de plus de 30% en fait en 6 semaines. En fait, le message ici, c'est qu'un switch d'alimentation va être assez efficace et assez rapidement pour le changement de la diversité microbienne. Mais vous voyez, ils n'atteignaient pas toutefois le niveau de ceux qui avaient un microbiote riche. Voilà, donc pour terminer, donc finalement, bon, j'espère que je vous ai convaincu que l'obésité, c'est une situation complexe, qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués, et donc quand on veut faire de la médecine de l'obésité, il faut se former à la médecine de l'obésité. Il y a des enjeux qui sont liés aux histoires de vie, au comportement, à l'environnement. Alors maintenant, on a des outils qui vont se développer de plus en plus. Voilà, les questions, c'est la biologie, comment on peut l'intégrer dans notre pratique médicale. Alors bien sûr, vont arriver, ils sont déjà là, les outils qui viennent de l'intelligence artificielle pour essayer de mieux comprendre en fait ces profils. On sait que si on intervient chez les personnes, en fait, les gens répondent différemment aux interventions. Là, ça fait partie de notre hétérogénéité. Et puis, enfin moi, en tant que médecin, ce qui m'intéresse, c'est l'aide au parcours thérapeutique des patients. Voilà, j'essaie de vous amener dans cette journée autour dans le monde merveilleux des bactéries. Bon, mais je crois que finalement, on se rejoint à la fin. C'est que finalement, il y a le microbiote, mais on a des enjeux de diversité de l'alimentation et on a un vrai enjeu qui est de restaurer les écosystèmes. Et puis, dernière diapositive complexe, mais là aussi importante, c'est que finalement, je vous ai parlé d'une toute petite partie du monde merveilleux des bactéries qui sont autour du microbiote et en particulier dans l'intestin. Mais nous, en tant qu'humains, on fait partie bien évidemment d'un écosystème et d'une biodiversité. Et finalement, se développe dans un esprit de ce qu'on appelle santé globale, les enjeux d'étude des micro-organismes dans les océans, dans les sols,
Les sols, c'est très important quand on parle d'alimentation.